Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau du Grand Débat du Web, l'émission hebdomadaire de Digital Business News, pour parler de l'actualité connectée tous les vendredis avec les grandes voix du web, des grandes voix du web qui sont masculines aujourd'hui. Ils sont 4 et je vais vous les présenter en commençant par le petit nouveau de l'affaire. Il s'appelle Jérémy Benmoussa. Bonjour Jérémy. Bonjour Bertrand. Serial entrepreneur et également manager chez Octo. Tout à fait. Vous avez monté quoi comme genre de boîte avant ? J'ai monté des web agencies à la belle époque, il y a 20 ans, et puis quelques projets dans le big data, dans l'analytics depuis. Bienvenue Jérémy, à côté de vous, quelqu'un qui est un petit peu son rond de serviette dans cette émission, Fabrice Epelboin, bonjour. Bonjour. C'est Yogosha notamment, Yogosha en 2 mots. Yogosha, c'est de la sécurité informatique crowdsourcée. C'est-à-dire que vous faites appel à des communautés de hackers pour aller vérifier les failles de sécurité sur votre infrastructure ou sur une duplicata de votre infrastructure, de façon à ce que ensuite vous puissiez leur racheter les failles de sécurité, là où auparavant, en fait, vous deviez payer du temps de hackers qui venaient tester votre infrastructure. Donc c'est beaucoup plus économique, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour les entreprises. Vous enseignez également à Sciences Po. En face de vous, déjà des habitués de cette émission. Julien Jacob, bonjour. Bonjour. Fondateur de Media2.fr et puis aussi de Spoonit. C'est tout nouveau ça, Spoonit. Bah oui, on aime bien lancer une start-up tous les 6 mois. Donc, EAT. EAT, ouais. Donc on mange en fait là. C'est un truc très simple. C'est un plat chaud, sain, écolo, en 10 minutes, livré pour l'instant dans le 2e arrondissement. Donc c'est un peu le Uber de la livraison. C'est un secteur où il y a beaucoup de monde en ce moment, mais en fait, c'est parce que les Français se font très peu livrer. Donc en fait, on est dans un marché où, à part le sushi et la pizza, il y a très peu de livraison. Et donc il y a juste un marché qui est à la taille de ceux qui ont tous les jours Le besoin de tablier de manger. cuisine, c'est pas vous. La mobilette, c'est pas vous non plus. Non, nous, on est dans la techno et dans l'infrastructure. Bon, ça s'appelle Spoonit, S-P-2-O-N-E-A-T, et ça sort. Et puis, Éric Dupin. Bienvenue, Éric. Bonjour Bertrand. Éric est chez lui, il fait tomber la veste cette fois-ci, même plus besoin, il a bien raison. Par contre, il a toujours sa jolie montre connectée, Presse Citron, évidemment, Dronestagram. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est déjà pas mal. Blogueur, entrepreneur, plein de boulot et plein de visions sur ce dont on va parler notamment. On va parler aujourd'hui de 2 sujets principaux. On va parler tout à l'heure de Free, en tout cas des grandes manœuvres qui ont lieu en ce moment chez les opérateurs, avec le rachat potentiel, probable, possible de Bouygues Télécom par Orange, mais Orange ne va pas croquer tout seul le Bouygues Télécom. C'est un petit peu compliqué tout ça, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une situation déjà assez monopolistique d'Orange sur son secteur. Pour que ça ne se passe pas comme ça, il faudra qu'il partage un tout petit peu avec SFR Numéricable et avec Free. Quelle est donc la stratégie de Free au milieu de tout ça ? Que fait Xavier Niel ? Est-ce qu'il n'aurait pas prévu un peu tout ça à l'avance et qu'il n'aurait pas joué ? Et on pense qu'il l'a fait avec un coup d'avance. On en discutera tout à l'heure. Et pour l'instant, on va parler de l'OS souverain. Alors l'OS souverain, c'est un projet de loi du gouvernement mené par Axel Lemaire qui veut une république numérique, une république connectée. Il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Et autour de ce projet de loi, autour de la discussion, on a vu fleurir plein de choses. Alors, il y a eu des choses marrantes, d'autres un peu moins. En tout cas, il y a des choses qui ont fait rire le web. C'est le cas notamment de l'OS souverain. L'OS souverain, c'est tout simplement un système d'exploitation qui serait fait par les Français, pour les Français, monsieur. Un petit drapeau bleu, blanc, rouge en même temps qui passe derrière, tout va très bien. Et c'est de ça dont on commence à parler. Est-ce que vous avez ri, vous aussi, on commence par Eric par exemple, avec cet OS souverain ? C'est vrai que le terme est assez rigolo en lui-même, OS souverain. Après, la question, si on creuse un peu, finalement, est-ce que c'est aussi comique que ça ? Et qu'est-ce que ça cache derrière ? Donc d'abord, un OS souverain, pour qui ? Pourquoi ? Donc si on cherche une cible, ça va être quoi ? Si c'est un OS souverain français, ça va évidemment cibler la population française. Qui va utiliser cet OS ? Les administrations ? Oui, mais on sait que l'éducation nationale vient de signer avec une entreprise privée. Microsoft. Voilà, donc ça pose plein de questions. Est-ce que ça a pour but de servir l'État qui va mettre des espions et des mouchards dans cet OS ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que ça a pour but de protéger le citoyen des intrusions de la NSA qui ont installé des mouchards dans les OS américains ? Et puis c'est un chantier énorme. Oui, parce qu'on a quand même Apple, Microsoft, qui sont les 2 géants privés. On a l'open source du côté de Linux, avec toutes ses déclinaisons, Ubuntu par exemple. Si on se lance là-dedans 15 ans ou 20 ans après la bataille, ça risque de coûter un œil quand même, non, Julien ? Au-delà de ce que ça, il y a ce que ça peut coûter, il y a est-ce que c'est possible de le faire ? C'est juste ce qui est incroyable dans cette histoire, et là où c'est effectivement pas drôle, c'est que des politiques puissent penser que c'est possible, et que donc ça veut dire qu'ils n'ont
aucune compréhension du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et on l'a vu avec le moteur de recherche français, avec le cloud souverain. Le cloud souverain, avec Dailymotion. Ça fait encore beaucoup rire. Ça, c'est vraiment un gag récurrent, le cloud souverain. Ça veut dire que moi, ce que je trouve vraiment pas drôle là-dedans, c'est que ça veut dire qu'ils sont complètement à l'ouest, mais pas côté Silicon Valley, quoi, encore plus loin. C'est juste pas possible, c'est un anachronisme total, ça n'a aucun sens. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit y avoir un gouvernement qui aussi contrôle ces méga structures, etc. Et ça, on en avait parlé les autres fois, c'est aussi hyper important. Mais là, c'est juste totalement à côté de la plaque, quoi. C'est un peu trop tard, on va dire comme ça. Mais si c'est un peu trop tard, c'est 20 ans trop tard. Oui, un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de l'autre côté, Jérémy? Moi, je pense que c'est même pas une question de trop tard ou pas trop tard, c'est quel est l'intérêt de faire ça, en fait. Quel est l'intérêt de sortir un OS qui va devoir essayer d'être compatible avec les outils qu'on utilise? Donc le premier outil, c'est Office, mais il y en a 1 milliard d'autres, qui ne sera pas compatible avec ce qu'on essaye d'utiliser aujourd'hui. Enfin, c'est un chantier technique monstrueux pour aucun apport, pour un coût démesuré qu'en plus on va payer. Il faut bien ramener à ça. C'est-à-dire que si on parle de quelque chose de souverain, c'est l'État qui paye, donc c'est vous et moi. Moi, déjà, je suis énervé qu'on ait payé des députés pour nous sortir une idée comme ça. Personnellement, je suis déjà énervé à ce stade-là. Alors que OS souverain, ça veut dire des applications qui sont compatibles avec cet OS. Qui va faire ces applications? Non, mais si on pousse l'idée... Comment? La France, monsieur? Ou plutôt Microsoft, non, mais j'aime bien promouvoir l'idée de la France. On pourra parler de la French Tech si ça vous amuse. Mais pour le coup, même si on pousse un peu l'idée et qu'on se dit que les militaires, eux, auraient besoin de quelque chose d'ultra fermé, ultra figé, pour le coup, c'est déjà pas le cas. C'est-à-dire que les militaires français utilisent des OS et des systèmes qui viennent entre autres de la France, mais entre autres d'autres pays. Et Windows, ils se sont fait fourguer de Windows récemment, ils n'étaient pas contents d'ailleurs. Microsoft, ils sont bons commercialement, ils arrivent à en fourguer un peu partout. Ils ont l'école maintenant, en tout cas une partie. Et ils ont l'armée, enfin une petite partie de l'armée. Oui, alors on va commencer l'histoire de l'armée connectée depuis 1945 avec Fabrice. Votre avis sur cette histoire de OS souverain? Dernier tour de table, déjà définition de souverain. Souverain, c'est grosso modo que vous contrôlez ce qui rentre, qui sort et ce qui se passe à l'intérieur. Que ce soit pour un pays, un OS, une infrastructure, n'importe quoi. On a plein d'OS souverains, on a toutes les distributions de Linux, elles sont souveraines. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est gratuit. Dans tous les sens du terme, même si c'est avant tout libre. La problématique de créer un OS souverain, je crois qu'on vient de terminer la douloureuse séquence du cloud souverain qui nous a coûté 200-300 millions d'euros de nos poches. Et qui s'est soldé par rien, absolument rien. Donc on va probablement aller plus loin parce qu'un OS, c'est beaucoup plus cher que ça à faire. Et ça va être pareil. Alors, si on veut une république numérique et qu'on veut un OS souverain, faudrait, même si on prend un OS Linux, c'est-à-dire open source, il faudrait déjà l'implémenter dans les écoles, dans les administrations. Oui. Et le projet de loi sur une république numérique vient de dire non, pas de ça chez nous. Rigoureusement la même chose. Donc il dit exactement l'inverse de ce qu'est l'idée même de l'OS souverain. Vraiment dans le sens inverse de la souveraineté, c'est-à-dire que très concrètement, et c'est pas nouveau, c'est pas propre à ce gouvernement, ça commençait avant, on va vers une dépendance totale, vers des technologies dont il est prouvé depuis Snowden que effectivement la NSA est à l'intérieur et a un libre accès à ce qu'elle veut. Alors on a vu fleurir plein de discussions autour de cet OS souverain, de cette république numérique, notamment tout récemment le clavier souverain. Moi ça m'a fait assez rire, mais en même temps l'idée n'est pas si nulle que ça finalement d'un clavier souverain, c'est-à-dire un clavier français, monsieur, avec tout simplement des majuscules, avec de la ponctuation, enfin des choses qui soient adaptées à la façon d'écrire en France. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Vous en pensez quoi? Autant l'OS souverain fait quand même doucement rigoler, autant le clavier, je trouve pas l'idée. C'est vrai qu'a priori, ça paraît rigolo aussi, mais non, l'idée n'est pas si stupide que ça. Demandez à tous ceux qui vendent des ordi en France de mettre un clavier qui soit adapté au marché français. C'est pas idiot. Adapté au marché français, qu'on soit capable d'écrire du vrai français avec des lettres liées, des doubles chevrons, etc. Après, ça pose aussi la question de l'évolution d'une langue. Là, c'est un autre débat, mais on est une langue vivante, donc le français, c'est toujours adapté. Donc, est-ce qu'il ne doit pas aussi s'adapter aux outils qui permettent de le... Dans la recommandation qui a été faite, il y a quelque chose d'intéressant, parce que le ministère de la Culture a demandé à l'AFNOR de se pencher sur cette normalisation du clavier en disant qu'il faudrait que ce soit un peu français, mais aussi les langues régionales. Oui. Et les langues pratiquées en France. Donc là, ça va devenir beaucoup plus compliqué quand même, sachant que la France, c'est quand même un melting pot. Ça va devenir une usine à gaz assez énorme. Si on revient à l'Azertuyop, vous savez, en fait, à l'origine, c'était pour que dans les machines à écrire, ça ne se cogne pas. Oui, c'était pas du tout ergonomique. Voilà. C'était pour ralentir le rythme de frappe. Voilà, exactement. Alors que moi qui tape de mes 10 doigts sans regarder, et voilà, le A et le E est sur ce doigt-là. Sur le AZERTY. Montrez bien 2 doigts à chaque fois. Celui-là, donc le doigt le plus faible des 2 mains. Ouais. Donc il y a une hérésie statistiquement, il y a le plus de A et de E dans la langue française. Donc il y a une hérésie totale dans le clavier AZERTY. QWERTY, c'est à peu près pareil, ça revient même. Et il y a 15 ans, parce qu'on disait il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a quelqu'un qui a refait un clavier comme ça en français avec le A et le E sur les 2 index.
Je crois que ça existe toujours, mais ça n'a jamais... Pour changer les habitudes d'usage d'un clavier, c'est juste que tout le monde... Parce que même ceux qui tapent à 2 doigts s'y sont habitués. Donc, ça, pour le coup, c'est un enjeu. Et puis il y a le fameux texte de la députée Valérie Rabault, députée PS, sur les liens hypertextes. Alors ce serait l'interdiction des liens hypertextes. Évidemment, il ne s'agit pas d'interdire tous les liens du web, ce serait un peu ridicule. Ça vous a fait un peu bondir, Jérémy, en relativisant évidemment. Elle a bien dit qu'il fallait simplement des liens qui amènent vers un contenu dont on n'a pas les droits. Mais alors là, l'histoire devient cocasse. Non mais là, ça veut dire grosso modo qu'on oublie les réseaux sociaux, on oublie les partages qu'on fait tous les jours. Appeler l'auteur l'ayant droit de quelque chose avant de le partager. Je ne parle pas de se l'approprier, de le réutiliser. C'est pas soi-même qui doit l'appeler. C'est le FAI, c'est-à-dire le fournisseur d'accès qui serait censé appeler l'ayant droit. Ça veut dire grosso modo qu'avant de la vidéo qu'on est en train de publier. Donc avant que je partage un lien sur Facebook, il faut que je demande à Facebook d'appeler... Enfin, c'est juste surréaliste. Par lettre recommandée. Par lettre recommandée. Je note juste que... Oui, merci, ça va accélérer la publication de mon lien. Je note juste que l'alternative à ça, c'est de mettre une taxe sur les liens. Donc ils ont proposé de mettre des liens, de légiférer, en disant, si c'est pas possible, on va quand même pouvoir les taxer. Je pense que d'un bout à l'autre, c'est ridicule. Honnêtement, j'aime bien l'idée que nos députés commencent à se pencher sur le numérique. Ça fait des années que je leur reproche de ne pas le faire, donc ils commencent à le faire. Je pense juste qu'on n'a pas les bons députés. Il y a un moment... Il faudrait commencer par apprendre le numérique. Moi, je reviens sur la phrase qu'avait dit Céline Lazorte il y a quelques semaines à l'Assemblée. Faites plus rien, ça sera mieux pour nous. Pour tout le monde. Voilà. Honnêtement, je pense qu'il y a un moment, il faut juste qu'ils fassent appel aux bonnes personnes, mais qu'ils arrêtent de réfléchir sur des sujets qu'ils ne comprennent pas. Bon, pour l'instant, on ne garde que le clavier. On dit que ça peut être une idée à peu près correcte. Oui, surtout, c'est applicable. C'est-à-dire que si demain, il y a quelqu'un qui pond un vrai clavier, comme tu disais tout à l'heure, et qu'on décide de proposer ça aux différents revendeurs de claviers au sens très large du terme, on peut le mettre en place, c'est possible. Voilà. Je ne suis pas sûr de l'intérêt du truc, mais en tout cas, c'est possible. Alors que l'OS souverain, c'est comme le cloud, il faut qu'ils apprennent de leurs échecs. Bon, déjà, le mot souverain. Ouais, ça part mal. Sur Internet, qui est quand même par globalisation, par essence globale, c'est quand même moins évident. Là, pour le coup, la souveraineté sur Internet, c'est un sujet qui va revenir très très fort dans les années qui viennent, parce qu'effectivement, comme tout le monde espionne tout le monde, il y a un vrai besoin des entreprises, des États et des individus, parce que la souveraineté pour un individu, c'est concrètement, je suis autonome et je n'ai pas besoin de... Je ne sais plus qui a écrit qu'il y a quand même 2 pays au monde qui ont pensé à un OS souverain, c'est la Chine et la Corée du Nord, ce qui n'est pas les 2 exemples absolus de démocratie. Les États-Unis également, ils en ont pensé 2, iOS et Windows. Mais ils ont fait l'américaine, ils se sont dit, puisque c'est bon pour nous, c'est bon pour tout le monde. Ils font toujours comme ça. Ça fonctionne. C'est le grand débat du web avec un deuxième sujet, c'est la stratégie de Free. Alors, en résumé, aujourd'hui, vous avez 4 opérateurs. Vous avez Bouygues Télécom qui, après avoir pas mal tergiversé d'ailleurs, Martin Bouygues, se dit que finalement, il se vendrait bien. Alors, il n'a pas voulu se vendre à Patrick Drahi, le patron de Numéricable qui lui a racheté SFR. Il n'a pas voulu se vendre à Xavier Niel, le patron de Free. Maintenant, il veut bien aller voir Stéphane Richard en lui vendant sa société. On parle de 10 milliards de dollars. Évidemment, ça mettrait un avantage concurrentiel fort pour Orange. Et l'ARCEP, l'autorité de régulation, dit attention, il va falloir partager le gâteau et les fréquences et les émetteurs de Bouygues, qui a un beau réseau 4G d'ailleurs. Et il faudra donc que Orange mène l'opération peut-être et redistribue, revende une partie à Free. La question, c'est est-ce que Xavier Niel, dont on sait que son réseau n'est pas encore totalement abouti, mais qui a quand même fait des efforts, à qui on demande aujourd'hui, d'ailleurs l'ARCEP officiellement, d'accélérer un petit peu l'arrêt de sa dépendance à Orange. Est-ce que Xavier Niel avait en fait prévu tout ça en se disant « je vais en tuer un des 4, je le rachète en partie, j'ai mes fréquences et tout va bien ». Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est difficile de décrypter la stratégie de Xavier Niel, même si on sait que c'est un visionnaire. C'est un peu l'impression que ça donne, c'est-à-dire j'attends, je me mets sous le panier, j'attends que ça tombe tout cuit, c'est un peu l'impression que ça donne. Il a bâti un réseau, Free a bâti un réseau 3G en s'appuyant sur Orange en fait, et avec toutes les critiques que ça a suscité derrière, pour les problèmes de réception, etc. Maintenant, est-ce qu'il va récupérer une partie de la vente de Bouygues à Orange dans son escarcelle, moi je suis incapable de le dire pour l'instant. On dit pour l'instant qu'il couvre 50% de la population avec son réseau 4G et 80% par l'intermédiaire de son réseau 3G. C'est en tout cas les chiffres qui seraient officiels. C'est pas mal, c'est à peu près dans les cordes de ce qui était prévu. Ça veut dire qu'il a fait une partie du boulot quand même, parce que sur la 4G, c'est vraiment Free qui a fait des investissements et c'était pas du tout prévu dans l'accord avec Orange. Et je crois qu'il y a à peu près 60% des abonnés Free en fait, qui sont même en 2G, parce que c'est l'offre à 2 €, où il n'y a pas de data. Voilà.
Donc en fait, il se sert du réseau d'Orange pour le bas de son panier. Il est en train de faire la partie 4G tout seul. Après, de toute façon, l'histoire était un peu écrite. Tout le monde dit depuis 4-5 ans qu'il ne peut pas y avoir 4 opérateurs en France. Donc je pense que c'est un peu un mélange des deux. C'est qu'il était évident qu'il y en a un qui allait devoir disparaître. Après, il a probablement très bien joué, mais comme il a l'habitude de très bien jouer. Donc, Xavier Niel, c'est un très bon entrepreneur. C'est un visionnaire certainement, mais c'est un très bon entrepreneur. Et le propre d'un entrepreneur, c'est aussi de s'adapter. Je pense que quand il a lancé Free Mobile, il avait l'intention de casser le marché, et puis il l'a clairement dit, de faire bouger les choses, en sachant potentiellement qu'il y avait 3-4 scénarios qui se dessineraient devant lui. On est dans l'un des scénarios, qu'il y a un des opérateurs qui va devoir disparaître sur cette décénnie en tout cas. Il avait quand même misé là-dessus. Il avait certainement misé là-dessus, mais on peut dire que c'est un visionnaire, qu'il avait misé juste, et il a mis énormément d'argent pour que ça aille dans le bon sens. Après, je pense qu'il est capable de s'adapter. Je pense qu'il rachète directement Bouygues, ce qu'il espère faire, ou qu'il ne puisse pas le faire et qu'ils doivent se partager le gâteau avec Orange dans une certaine mesure. Personnellement, j'ai une plutôt bonne estime de l'entrepreneur et je pense qu'il est capable de s'adapter dans les deux cas et d'arriver à ses fins dans les deux cas. De toute façon, aucun des 3 opérateurs ne pourra mettre la main complètement sur le réseau Bouygues, parce que ça ferait une situation de monopole. Et d'autant que Free a 11 300 000 abonnés aujourd'hui, ce qui fait de lui un réseau assez important, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense qu'il a eu la bonne approche qui était de se dire je vais d'abord avoir des utilisateurs, je vais devenir un gros sur le marché et ensuite je pourrai jouer dans la cour des grands. Et c'est une vision très... quand on parle d'investissement, la vision américaine contre la vision européenne, c'est très américain comme vision de se dire je vais d'abord miser sur mes utilisateurs et ensuite sur l'argent que je vais pouvoir gagner. Et pour le coup, Free a tellement d'abonnés et un tel niveau de confiance auprès de ses abonnés, même si le réseau n'est pas toujours génial, c'est relatif. Pour le coup, je pense qu'il a très très bien joué cette carte-là et que maintenant il a un boulevard devant lui qui fait que de toute façon il ne se plantera pas. Que ce soit une solution ou une autre, lui il sortira gagnant et comme disait Eric, il va un peu attendre de voir ce qui tombe, mais dans les deux cas ça va lui retomber dessus. Et pour le coup, il a vraiment disrupté le marché en arrivant avec son offre mobile début 2012, en cassant les prix. Et la conséquence directe derrière, c'est qu'en cassant les prix, il a cassé la valeur de ses concurrents. Puisque je crois que le prix moyen la valeur moyenne, les tarifs moyens de Bouygues ont été divisés par 2 en 5 ans. Et du coup, la valeur probablement de l'entreprise également. Et après, comme je le disais tout à l'heure, il a peut-être un peu plus qu'à se baisser pour ramasser. Ce qu'on appelle l'ARPU, en langage technique, c'est le revenu moyen par utilisateur, en fait, tout simplement, qui a complètement chuté, évidemment, avec l'arrivée de Free. Un petit mot là-dessus, Fabrice. Moi, j'ai noté que visiblement TF1 fait aussi partie du deal. Donc, là, il y a une espèce en sous-marin derrière cet énorme deal d'opérateur téléphonique, un changement important quand même dans l'audiovisuel français, qui est que l'une des plus grosses chaînes va aller dans, non pas le service public, loin de là, mais malgré tout contrôlé par un opérateur qui est très très dépendant du pouvoir public. Vous voulez dire que dans Orange, il y a de l'État, dans Orange, il y aurait un petit peu de Martin Bouygues et du groupe Bouygues et de TF1. C'est pas que d'Orange et de l'État. Le patron d'Orange est l'ancien DIRCAB de l'ex-ministre des Finances, qui aujourd'hui est la patronne du FMI. Et Montebourg nous a très bien montré que les décisions d'Orange sont de toute façon dépendantes d'une autorisation de l'État. Quand Orange a voulu se débarrasser de Dailymotion, Montebourg a dit non. Et ça ne s'est pas fait. Donc la bataille aujourd'hui, elle se joue entre Patrick Drahi qui possède des médias, entre Xavier Niel qui possède des médias, entre Martin Bouygues qui possède des médias et entre Orange qui n'en possède pas, sinon tous ceux qui les gèrent au sein d'Orange. Quand on est un grand industriel en France et qu'on a des marchés qui sont dépendants de la commande d'État, il faut des médias. C'est la règle. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. On termine cette émission et on va essayer de la terminer assez rapidement par un nouveau rendez-vous, c'est le plus 1, moins 1. Alors plus 1, moins 1, c'est un petit peu ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Plus 1, je suis d'accord, moins 1, on ne le dit pas trop, mais plus 1, en tout cas, on acquiesce. C'est le coup de gueule ou le coup de cœur. On commence par un plus 1 ou un moins 1, Eric, par exemple? On va dire que c'est un moins 1. Allez. Moi, je suis assez agacé par ces grandes déclarations d'amour, la main sur le cœur des politiciens en ce moment, des hommes politiques, pardon, pour les entrepreneurs. Macron, par exemple. Macron, entre autres, je pense que ce n'est pas le plus hypocrite dans l'affaire. Mais et en fait, on a envie juste de leur dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est si vous aimez vraiment les entreprises et les entrepreneurs et si vous voulez qu'elles vous le rendent, foutez-leur la paix. Et puis baissez les charges, allégez le code du travail, vous allez voir, ça va très bien se passer, on va créer plein d'emplois, tout le monde sera content, les employés, les salariés, les patrons, les hommes politiques, tout le monde sera heureux. Donc arrêtez de nous faire des grandes déclarations et passez aux actes, une bonne fois pour toutes. Bon, sur le même sujet, vous êtes en moins 1, mais il y en a un qui est en plus 1, c'est Jérémy en face. Oui, moi, ça va plutôt être un plus 1. Alors pour le coup, pour Macron,
qui a déclaré il y a quelques jours que la vie d'entrepreneur... Ça, c'est la solidarité entre barbus, je le sens. Oui, et puis un peu entre entrepreneurs aussi, que la vie d'entrepreneur était plus difficile que celle d'un salarié. Et alors, je suis en train... C'est ridicule. Ce qui, en fait, pour moi, est assez vrai. J'ai vécu les deux. Je pense qu'en termes de préoccupation et en termes d'investissement personnel, il y a vraiment une marge énorme entre un salarié et un entrepreneur, même dans des boîtes dans lesquelles les salariés sont impliqués. Il y a une question de responsabilité et d'engagement qui n'est pas la même pour un entrepreneur. On n'a pas vu s'il parlait de la vie au global ou s'il parlait de la vie professionnelle, ce qui fait quand même une sérieuse différence, en fait. Hein. Là-dessus, je suis d'accord. Je pense que la vie au global, ça dépend de l'individu et de chacun. Je n'irai pas jusqu'à faire ce genre de généralité. Mais je pense que la vie d'un entrepreneur et son engagement, ça implique énormément de choses au niveau personnel, ce qui n'est pas le cas d'un salarié. Et pour le coup, vivant les deux, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et 2 ans que je suis salarié, entre autres, clairement, l'implication est pas la même, les enjeux sont pas les mêmes. J'ai toujours, puis je pense que vous aussi, en tant qu'entrepreneur, il y a un poids de la responsabilité quand on est entrepreneur vis-à-vis de ses salariés. L'inverse, malheureusement, n'est pas vraiment vrai. En tout cas, d'ailleurs, en France, c'est peut-être un peu moins vrai que dans d'autres pays, pas forcément les États-Unis. Mais bon, bref, voilà. Ce que dit Macron notamment, ça vous va, c'est dans le sens en de... tout cas, ça va dans le bon sens. Pour l'entrepreneur. Est-ce que vous voulez jouer les arbitres et mettre la touche finale, Julien ? Non, c'est pas arbitre, c'est que, en fait, je suis d'accord avec les deux, mais moi, ce que je vois au quotidien, via tous les entrepreneurs que je vois tous les jours, ou le mentoring que je fais à HEC, etc., c'est qu'en 4 ans, il y a un truc qui s'est passé, qui est un phénomène sociétal, qui n'a, à mon avis, rien à voir avec tout ça. C'est que les jeunes, la première chose qu'ils veulent faire dans la vie maintenant, c'est être entrepreneur. Avant, même dans les grandes écoles, avant c'était je vais chez Bain et compagnie, je vais dans les grands cabinets. Et puis si jamais je me fais pas enfermer dans le système ou que je me fais virer à la trentaine, je vais commencer à devenir entrepreneur. Ce qui honnêtement, dans la génération des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui sont entrepreneurs aujourd'hui, c'était quand même un peu ça. Et là, on voit des gamins, parce qu'ils ont 25 ans, ils ont à peine un diplôme en poche. Je crois qu'aujourd'hui, pour $4 000, on fait une high-tech compagnie quand, dans les années 2000, il fallait $4 millions, parce que tout est dans le cloud, en open source, etc. Donc tout est possible. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant là, c'est le phénomène sociétal qu'il y a derrière, c'est qu'ils veulent commencer par être entrepreneurs et ça devient une vraie valeur positive. Et je pense que c'est ça qui est au final le plus important. Ouais, on a un changement, c'est clair. C'est clair que la start-up est en train de devenir, pour caricaturer un peu les choses, le remplacement du stage de fin d'études. Avec toutes les dérives que ça peut avoir, mais malgré tout, c'est vrai que les gamins qui sortent de HEC, Sciences Po, toutes ces grandes écoles, qui habituellement débarquaient dans des cabinets de consulting où ils étaient formatés à coups de costard-cravate et de méthodologie, aujourd'hui sont infiniment plus attirés par j'ai une idée, je me réunir avec des potes, on va faire un truc, quitte à ce que ça se casse la gueule, finalement, c'est beaucoup plus profitable. Il y a 30 ans, on voulait monter un groupe de rock, aujourd'hui on va monter une start-up. Finalement, c'est un petit peu la poursuite de ça. Et on a une petite pensée pour quelqu'un qui a fait les deux, c'est David Bowie, qui finalement a été aussi un créateur, un entrepreneur dans son domaine. C'est terminé pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Digital Business News. Merci à vous tous, Fabrice Ebelboin, Jérémy Benmoussa, Julien Jacob et Éric Dupin. N'hésitez pas à partager cette émission. Salut.